Madame, Messieurs, bonjour. Vendredi 15 novembre, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans ce 13h. Le gouvernorat et la station ORTM de Kidal ont été libérés hier par les groupes armés. Le 14 novembre était la date butoir pour libérer les lieux, une date qui a été respectée, nous confirme le numéro 2 de la MINUSMA, Abdoulaye Bachili, au micro de Timoko Sagara. Je suis heureux en tant que représentant de la MINUSMA, entouré des membres de la commission technique ministre de sécurité, la CTMS, d'être présent, témoin de cet événement important à la suite de la décision des mouvements MNLA, HCUA et MAA de quitter les locaux de la gouvernance, du gouvernorat de Kidal et de la radio, d'être présent, d'être ici pour porter témoignage que cette décision a été appliquée aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour féliciter le MNLA, le HCUA et le MAA d'avoir respecté leurs paroles. C'est quelque chose de très important. L'application de cette décision ouvre une nouvelle ère dans le processus de paix, vers des pourparlers inclusifs, vers une paix définitive. Nous l'espérons. Et toujours suite à la libération des locaux du gouvernorat et de l'ORTM de Kidal, écoutons à présent le numéro 1 de la MINUSMA et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, Bert Koenders. Par la même occasion, il invite toutes les parties à suivre la voie du dialogue pour le retour de la paix et de la sécurité au nord du Mali. Il est au micro de Lamine Keïta. Les Nations Unies ont pu constater cet après-midi avec les membres de la communauté internationale, mais aussi avec le membre du gouvernement malien, du comité mixte de sécurité et les signataires de l'accord de Ouagadougou que le gouvernorat et les radios à Kidal ont été quittés. Je crois que les promesses de la semaine passée ont été maintenues. Je crois que c'est important. Maintenant, nous devons rester tout vigilants pour la situation à Kidal. Ça donne, je crois, vraiment la possibilité de déclencher les vrais pourparlers inclusifs de paix et de parler sur la sécurité humaine pour toute la population du Nord. Je crois que ça, c'est important. On ne parle plus des bâtiments, on parle maintenant sur les pourparlers inclusifs. Et nous restons vigilants sur la situation. Je crois que tout le monde doit montrer son retenue dans les jours à venir et investir dans ce début des pourparlers inclusifs. Parlons à présent de solidarité. L'association Mali Culture vient de remettre au ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord un équipement médical estimé à près de 100 millions de francs CFA. La remise symbolique s'est déroulée hier à la primature en présence de notre reporter Garibou Plérou. Plus de 90 millions de francs CFA, c'est le coût de l'opération médicale pour le Mali. L'équipement comprend une vingtaine de lits médicalisés, autant de fauteuils, de déambulateurs, des chariots, des chaises postes pour grands malades, des centaines de blouses et tuniques, de milliers de sandales pour salles d'opération et bien d'autres. Il est le geste humanitaire de Mali Culture Association, une association basée à Lyon en France. Les images suffisaient à parler d'elles-mêmes. Tout le monde a vu comment les hôpitaux, les centres ont été saccagés dans la région, dans les 3 régions du Nord. C'est grâce aux entreprises partenaires des NAMI, qui est membre de notre association, que nous avons fait passer le message de détresse et ils ont répondu présent. Je tiens absolument à souligner, les choses doivent être claires. Le Mali nouveau, c'est la clarté. Il faut que les choses rentrent maintenant dans l'ordre. Nous devons donner et que ça arrive jusqu'au bout. Pour assurer un meilleur suivi du conteneur et sa livraison dans les différents centres de santé des régions nord du Mali, de nombreux partenaires se sont mis ensemble. Ce fut le cas du club Rotary de Saint-Étienne. Cette organisation est toute simple. Elle est partie d'une idée avec mon président de club Rotary Saint-Étienne-Forêt.
où dans le train, il me disait, voilà, on m'a fait don d'une vingtaine, 25 lits. Est-ce que tu as une idée pour la destination? Et tout de suite, j'ai pensé au Mali. Pourquoi j'ai pensé au Mali? Parce que vous étiez à l'époque, c'était au mois de novembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une situation délicate. Et puis nous avons mis tout ça en place. Donc j'ai fait de la récolte, c'est vrai, de matériel avec l'hôpital. Et puis surtout, il fallait trouver une société qui prenne en charge le coût du conteneur, plus le coût du transport de Saint-Étienne à Bamako. C'est une chaîne de solidarité formidable et je pense que ce qui vient de se passer, c'est la quintessence de ce que sont les Maliens dans leur vraie expression d'accès, d'ouverture à l'autre et surtout de générosité. Ces gens se sont déplacés de Saint-Étienne avec un matériel d'un montant de près de 100 millions de francs CFA. Ils ont donné leur temps, ils ont mis beaucoup d'énergie pour venir aider les Maliens, surtout les Maliens des 3 régions du Nord et singulièrement de la région de Gao. Donc il faut saluer ce geste-là. C'est important pour le Mali et les Maliens doivent savoir qu'il y a à l'extérieur du Mali beaucoup de gens qui pensent à eux. Le succès de cette opération médicale est une aubaine pour tout le peuple malien, puisqu'il entre dans le cadre de la reconstruction des hôpitaux dévastés par les terroristes. Mali Culture Association reste donc du coup un partenaire privilégié du gouvernement malien. Le premier tour des législatives se prépare activement avec le soutien des partenaires stratégiques dont le PNUD. Le représentant résident de l'organisation vient de remettre au ministère de l'administration territoriale des équipements et matériels. Le don composé de groupes électrogènes, de copies de la loi électorale, de gilets et d'affiches a coûté 400 millions de francs CFA. Moïse Traoré. Les supports de formation et de sensibilisation offerts par le PNUD sont évalués à 400 millions de francs. Il s'agit d'équipements informatiques, de groupes électrogènes et de matériel pour la visibilité du premier tour des législatives. La cérémonie de ce jour dénote de l'engagement et de la détermination du gouvernement à doter le pays d'un parlement renouvelé et sortir définitivement le Mali de la période de transition afin de s'attaquer aux énormes défis à relever. Le lot comprend également 50 000 copies de la loi électorale, 13 ordinateurs et 120 000 gilets pour les agents des bureaux de vote. Je voulais rappeler encore une fois que nous allons, avec vous et avec tout le monde, respecter les engagements que nous avons pris envers vous. Nous allons travailler à faire en sorte que toutes les procédures soient respectées et que le matériel qui est mis à notre disposition soit utilisé uniquement pour les causes pour lesquelles ce matériel est destiné. Les équipements ont été acquis par le biais du panier commun aux partenaires techniques et financiers et mis en place dans le cadre du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM. Dans le même registre pour les législatives, l'heure est au dernier réglage. Il s'agit par exemple de l'acheminement des matériels électoraux déjà réceptionnés. En ce qui concerne la sécurisation du vote, la MINUSMA apportera un appui logistique. C'est du moins ce qui ressort de la réunion du cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques tenue hier au gouvernorat du district de Bamako. Le reportage de Mohamed Diarra. Plus qu'un exercice de routine, le cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques permet aux deux partis d'être au même niveau d'information. La dizaine de partis politiques a eu droit à un exposé sur l'état des préparatifs des législatives du 24 novembre. En chiffres, la situation se présente comme suit. 159 000 électeurs ont été transférés suite à l'opération spéciale de transfert. 6 583 954 seront imprimés pour 20 268 bureaux de vote. On note aussi le retour de 669 réfugiés qui devront voter. Bref, un exposé qui suscite un certain nombre d'interrogations. Pourquoi toujours il y a plus de bulletins imprimés que de votants? Et on veut savoir aussi comment ils vont lutter contre la fraude. Autres difficultés évoquées, ce sont celles relatives à la sécurisation du vote. Au second tour de l'élection présidentielle, il n'y a pas eu d'affichage. Si bien qu'il y avait une cacophonie souvent dans les bureaux de vote.
Nous avons aussi estimé qu'il faut prendre des dispositions pratiques pour la fraude. Et je crois qu'il faut des mesures strictes pour pouvoir empêcher ces cas de fraude. Des préoccupations légitimes reconnaît le secrétaire général par intérim du ministère de l'administration territoriale. Toutefois, Adi Traoré rassure. Nous savons compter sur les forces de défense et de sécurité du Mali et qui sont conséquemment soutenues par la MINUSMA et qui a déjà mis à notre disposition 3 hélicos civils et qui nous aident à déployer notre matériel un peu partout. Mais au-delà de ça, il y a un plan de sécurisation qui a été élaboré et qui est suivi à la lettre. Les matériels électoraux sont au complet. Reste à les acheminer dans les circonscriptions respectives, selon le directeur général adjoint de l'administration du territoire. L'objectif du gouvernement est l'organisation des élections sur l'ensemble du territoire national. Nous, on se donne la latitude d'aller partout où il y a un électeur qui nous attend. Et comme la loi électorale dit que dans chaque village et fraction, il faut au moins un bureau de vote, c'est ce travail que nous avons fait. C'est ça notre carte électorale. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que ça fonctionne comme tel. 1h30 de débat, soit la durée des matchs de football. Au finish, les violents se sont accordés avec cette conviction de consolider les acquis de l'élection présidentielle. Sur un tout autre sujet, fin hier des travaux de la 5e édition des journées minières et pétrolières 2013, les journées qui ont été sanctionnées par plusieurs recommandations. Faisons le point avec Adama Kodjo. 3 jours d'échange, les acteurs des domaines miniers et pétroliers recommandent entre autres l'amélioration des procédures d'attribution des titres miniers. Les participants demandent le strict respect des textes miniers du pays et l'organisation de l'exploitation minière artisanale. La conférence recommande aux collectivités territoriales et aux sociétés minières d'adopter une approche participative pour une meilleure implication des acteurs concernés pour toute action concernant le développement communautaire local. Au département chargé des mines et aux collectivités territoriales d'insérer les réalisations et les investissements des entreprises minières dans un cadre formel de partenariat public-privé communauté locale. De privilégier le dialogue et la concertation entre les mines, les communautés locales et le gouvernement. La diversification des produits miniers en faveur de l'économie nationale a été prise en compte par les participants dans leurs recommandations. Je pense qu'il y a un grand chantier qui s'ouvre à nous à partir de maintenant, un chantier de réalisation structurante et un programme d'action novateur, en tout cas par rapport à certaines des recommandations qui ont été faites ici, et qui, je pense, fait du développement social et humain le moteur des transformations à venir. Et nous y accorderons une importance particulière. J'espère qu'à partir de maintenant, on pourra évoluer de façon concertée pour pouvoir trouver réponse à ces pistes-là. En guise de rappel, la 5e édition des journées minières et pétrolières avait pour thème mines et développement communautaire. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Ce soir, pour d'autres informations, retrouvez Aoué Touré. Merci et passez de bons moments sur l'ORTM.